différents conflits d'intérêts des différents labos qui nous soutiennent dans les projets de recherche. Et donc, du coup, moi, je vais vous parler de préservation avec 2 cas cliniques. Le premier cas clinique, c'est un cas clinique, en fait, initialement d'un homme trans qui était venu me voir, pas du tout pour un problème de préservation de fertilité. C'était un homme trans qui était chanteur lyrique. Il avait 22 ans et il consultait, en fait, pour des dysménorrhées. C'était plutôt ça qui le gênait. Et donc, du coup, il avait essayé plusieurs COP et ça mettait en échec. Ça a aggravé sa dysphorie. Et donc, du coup, comme il y avait un contexte psychologique un peu lourd, bah, il cherchait à régler à la fois ses problèmes de dysménorrhée et à la fois ses problèmes d'humeur qui étaient impactés par ces traitements hormonaux. Il n'envisageait pas de traitement hormonal dans le cadre de sa transition parce que comme il était chanteur lyrique, eh ben, c'était difficile d'envisager d'impacter sur sa voix, sur ses cordes vocales avec la testostérone. Et donc du coup, il avait arrêté tout traitement, il n'avait aucun traitement hormonal et pas de testostérone. Et donc il avait fait une IRM qui était normale. Et donc du coup, on avait simplement introduit un traitement par Genogest. Je lui avais proposé du coup les différentes alternatives de prise en charge, je lui avais rappelé les options possibles du parcours, et puis lui m'avait dit qu'effectivement, du fait de son métier, il préférait s'en tenir là. Je l'avais revu ensuite quelques semaines plus tard, et effectivement, il était beaucoup plus confortable à la fois sur le plan des douleurs et sur le plan de l'humeur. Et il envisageait du coup toujours pas de débuter une prise en charge par hormonothérapie. Et ça, c'est juste un petit mot pour insister sur le fait que la préservation de fertilité, elle s'adresse vraiment à partir du moment où on a un risque sur notre fertilité, que ce soit chez les hommes trans ou les femmes trans. Et donc, soit s'il y a une hormonothérapie, soit si on envisage une chirurgie, parce qu'il y a certaines personnes qui vont envisager uniquement la chirurgie et pas forcément l'hormonothérapie. À partir du moment où il y a une chirurgie qui va toucher les ovaires ou à partir du moment où il y a une prescription de testostérone, bah, du coup, effectivement, il y a une indication à parler de préservation de fertilité. Et donc, 1 an plus tard, ce patient, il a maintenant 23 ans, il va très bien sous Genogest et il me dit, ben, finalement, je vais commencer l'hormonothérapie, c'est important pour moi. Tant pis pour ma voix, je vais m'adapter. Il me demande une préservation de fertilité avant de commencer ce traitement. On évalue sa réserve et donc sous Genogest, il avait une réserve ovarienne qui était très très bonne avec une AMH qui était à 5,9 nanogrammes par millilitre. Et donc, du coup, on a décidé de débuter une stimulation hormonale. Alors, nous, on n'a pas MediFirst à Montpellier, on a un logiciel bizarre qui s'appelle BabyCentry. Du coup, je vais vous guider un petit peu dans ces retours de stimulation marienne. Donc, en gros, vous avez tous les jours qui sont là au fur et à mesure du temps. On a fait une stimulation par une gonadotropine qui contenait de la LH. Là, on avait choisi une HMG simplement parce que du coup, on avait un blocage au long cours par le Genogest et qu'on voulait éviter que l'axe gonadotrope soit trop déplété au niveau hypophysaire. Et donc, du coup, c'est vrai que dans ces cas-là, on a tendance, chez les personnes qui sont bloquées par des traitements hormonaux au long cours, à proposer plutôt une stimulation avec une activité LH. Donc là, c'était de l'HMG. Et en termes de doses, vous voyez que peut-être qu'on utilise des doses qui sont un petit peu plus élevées que ce qu'on ferait en temps habituel, puisque pour une personne qui a une AMH à 6, 225 unités par jour, c'est une dose qui est quand même assez importante pour ceux qui ont l'habitude un peu plus de la PMA. Je pense qu'un des messages avec ce cas clinique, c'est aussi de se rappeler que la préservation de fertilité, c'est un parcours qui n'est pas toujours évident pour les hommes trans, et que du coup, souvent, si on arrive à avoir notre préservation qui est finie en un seul rang, c'est probablement le plus simple parce que ça va être difficile pour eux d'envisager un deuxième rang de stimulation, même si on a plusieurs patients qui l'ont fait, mais c'est quelque chose qui émotionnellement est souvent un peu plus difficile. Donc là, ici, on avait commencé à 225. Ce patient, c'était au début de nos prises en charge en PF trans sur Montpellier, donc on l'avait revu au 6e jour et il avait déjà des taux assez élevés et des follicules qui étaient petits. L'échographie chez les patients trans qu'on suit en préservation de fertilité avec cryopréservation ovocytaire, cette échographie, on leur laisse le choix de savoir s'ils veulent que ce soit une échographie suspubienne ou une échographie interne, endovaginale. Et le plus souvent, je dirais 95% de nos patients nous demandent une échographie suspubienne. Très souvent, à S6 de la stimulation, quand on est au tout début de la stimulation, en fait, on ne voit pas grand-chose parce que du coup, c'est tout petit, nos follicules, à 8 mm.
Donc aujourd'hui, c'est vrai que j'ai tendance à proposer un premier monitorage bien plus tard, parce que du coup, comme on est bloqué par un protocole le plus souvent PPOS, en fait, on n'a pas besoin d'introduire notre antagoniste. Donc on sait qu'on n'aura a priori pas d'échappement. Et donc on n'a pas besoin de savoir exactement où on en est en tout début de stimulation. On peut les voir beaucoup plus tard, donc c'est plus confortable. Et par voie suspubienne, du coup, on commence à voir quelque chose. Alors que quand on est très tôt au début de la stimulation, clairement, il n'y a que le taux hormonal qui va pouvoir nous aider, puisque l'échographie est peu contributive par voie suspubienne. Donc du coup, ce patient, une fois qu'on avait des follicules qui étaient de bonne taille, on a décidé d'un déclenchement. On avait un taux de stradiol qui était quand même assez élevé, à 3800 quasiment. Et donc du coup, on a fait un déclenchement à l'agoniste pour éviter tout risque d'hyperstimulation ovarienne. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est quand même assez largement utilisé dans la préservation de fertilité, le déclenchement à l'agoniste pour éviter l'hyperstimulation. Alors attention quand on fait un déclenchement à l'agoniste, parce que là vous voyez qu'effectivement il avait une LH qui était indétectable, qui était assez basse, et le risque dans ces cas-là, c'est chez les personnes qui sont bloquées au long cours, c'est effectivement qu'on ait une hypophyse qui ne réponde pas au déclenchement à l'agoniste de la GnRH. Donc pour ça on fait souvent un bilan post-déclenchement à l'agoniste pour vérifier qu'on a bien notre progestérone qui augmente bien et notre LH qui augmente bien, que notre déclenchement a été efficace. Donc c'est ce qu'on a proposé chez ce patient qui était sous Dienogest au long cours. C'est aussi quelque chose qu'on propose chez toutes les personnes qui ont effectivement un traitement bloqueur au long cours, ou bien une LH qui soit particulièrement basse dès le début de la stimulation inférieure à 1. Donc à l'échographie, on avait 17 follicules qui ont été attendus. Au total, on a eu 18 ovocytes recueillis à la ponction. La ponction, chez nous, elle se fait sous anesthésie, alors soit locale chez certaines personnes qui demandent, mais le plus souvent sous anesthésie générale pour que ça soit confortable pour notre patient. Chez ce patient, donc, on avait 18 ovocytes de recueillis et 16 ovocytes matures qui avaient pu être vitrifiés. Donc on avait atteint nos objectifs. On se fixe en général une quinzaine d'ovocytes vitrifiés matures comme objectif pour notre cumul de préservation si c'était nécessaire. Et pour la petite histoire, ça fait partie des personnes qui nous ont demandé une utilisation de leurs ovocytes congelés. On a commencé les traitements de préservation il y a 4 ans maintenant. Et on a de plus en plus de demandes de réutilisation. Donc on va avoir de plus en plus de personnes qui vont être amenées à envisager un projet parental. Et là, pour le cas de ce patient, de Lee, il se trouve que c'est lui qui envisage de porter la grossesse. On va parler justement après de comment est-ce qu'on peut réutiliser ces ovocytes en France. Donc juste quelques take-home messages sur ce cas clinique. L'idée, c'est d'essayer d'avoir le traitement qui soit le plus patient-friendly possible, parce qu'on sait qu'effectivement, c'est difficile d'avoir des patients qui se motivent d'une certaine manière pour aller jusqu'au bout de la préservation de fertilité, parce que c'est un processus qui est beaucoup plus long. Je ne vous parle pas ici des personnes, femmes trans qui congèlent des spermatozoïdes, mais dans la congélation de spermatozoïdes, il y a à peu près 80% des personnes qui vont tenter une congélation en France, alors que sur de la préservation d'ovocytes, c'est en général 10-15% des personnes qui a priori vont jusqu'à la préservation de fertilité en France. Dans notre centre, c'est probablement un petit peu plus, j'espère par le biais de ce processus un peu patient-friendly, et aussi très certainement par la qualité du système d'adressage qu'on a avec des médecins qui en amont trient les patients, et c'est vrai qu'on nous adresse essentiellement des patients qui sont intéressés par la préservation de fertilité. Donc en termes de traitement, on essaye de favoriser le patient friendly, donc limiter le nombre d'injections avec les protocoles PPOS, et puis l'échographie, on l'a fait de manière suspubienne au maximum pour éviter d'être trop intrusif, sauf si pour la personne c'était pas du tout un problème. Et il y a certains hommes trans, notamment ceux qui sont en couple avec des hommes cis, qui nous disent que l'échographie endovaginale c'est pas du tout un souci, auquel cas c'est sûr qu'on voit beaucoup mieux par voie endovaginale. On ne fait pas d'examen gynéco-systématique à nos patients qui viennent pour une demande de préservation de fertilité. Et on profite d'ailleurs souvent de la ponction sous anesthésie générale quand on est dans les critères pour proposer un dépistage par frottis. Voilà, si on était dans les âges et les timings pour faire le frottis, on profite souvent de cette anesthésie générale-là pour faire à la fois la ponction et puis le frottis qui permet d'avoir un premier dépistage.
Juste une prudence à avoir sur les déclenchements à l'agonie qui permettent d'éviter en tout cas de limiter le risque d'hyperstimulation ovarienne, qui est une des complications de la stimulation pour la préservation. Attention aux personnes qui sont sous traitement hormonal depuis longtemps, qui ont tendance à être plus à risque d'avoir une LH qui est très freinée, de bien faire un bilan post-déclenchement à l'agonisme pour s'assurer qu'on est bien dans une zone où on est avec des bonnes chances d'obtenir des ovocytes, avec une LH qui a bien augmenté et une progestérone qui a bien augmenté aussi. Quand on est sous cette droite qui a été reportée dans ce papier-là de Chang en 2016, dans un papier de fertile stérile, eh ben, on est plus prudent, voire on sait qu'il va falloir redéclencher différemment pour obtenir des ovocytes matures. Et la dernière chose, c'est que dès la première consultation, on anticipe le fait que potentiellement il va falloir envisager un cumul, surtout si on a déjà le résultat de l'AMH et que cette AMH est un petit peu basse, avec une réserve plutôt modeste. Et c'est important d'en parler parce que si la personne sait déjà qu'il va falloir refaire ça plusieurs fois, des fois c'est aussi quelque chose qui va freiner leur projet de préservation de fertilité. Pour d'autres pas, mais voilà, ça c'est aussi quelque chose qu'il faut anticiper et discuter à l'avance. Alors, quid de l'utilisation de ces ovocytes congelés? Donc là, je vais reprendre un petit peu les remarques qui avaient été faites dans le groupe de travail de l'HAS qui a donné des recommandations par rapport à la prise en charge des personnes trans cette année. Et aussi une remarque d'un communiqué du défenseur des droits, enfin de la défenseur des droits actuellement, qui date aussi de cet été 2025, où il a été fait remarquer que, contrairement à ce qui est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la seule possibilité d'utiliser les gamètes qui sont congelés, c'est de rentrer dans le cadre légal en fonction de notre genre à l'état civil. Peut-être qu'au lieu de se fixer en fonction de son état civil, l'évolution vers laquelle on aimerait tendre, c'est plutôt de le définir en fonction de nos capacités physiologiques de procréation, c'est-à-dire est-ce que j'ai un utérus, oui, non, plus que est-ce que j'ai un F à l'état civil, oui, non. Donc, si on devait reprendre un petit peu qu'est-ce qui est possible dans l'utilisation, si j'ai congelé des spermatozoïdes, et que je suis une femme trans qui est congelée des spermatozoïdes, a priori, moi, j'ai pas d'utérus, donc je vais pas pouvoir les utiliser chez moi. Si la personne avec qui j'envisage mon projet parental n'a pas d'utérus, du coup, je ne vais pas pouvoir envisager effectivement de la réutilisation. Par contre, si je suis avec une personne qui est F à l'état civil et qui a un utérus, on pourra envisager une insémination avec les spermatozoïdes de la personne, de la femme trans qui a congelé pour un projet d'AMP. Et ça, quel que soit le genre de la femme trans à l'état civil, qu'elle soit F à l'état civil ou qu'elle soit M à l'état civil. Ça, c'est possible d'utiliser ces spermatozoïdes. Ça a été fait notamment sur Nantes, où il y a eu une naissance. Il y a d'autres centres qui l'ont fait déjà depuis. À Montpellier, on l'a aussi fait. Ça, c'est des situations pour lesquelles l'agence de biomédecine a donné son accord. Il n'y a pas de doute et de zone grise là-dessus. Là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est quand j'ai congelé des ovocytes, que je suis un homme trans et que j'ai congelé des ovocytes, quand est-ce que je vais pouvoir les réutiliser? Pour l'instant, en France, le seul moyen de réutiliser ces ovocytes, c'est de manière autologue, en portant soi-même la grossesse. Et en plus de ça, il faut que je sois F à l'état civil pour pouvoir porter la grossesse, parce que pour l'instant, et c'est ce contre quoi, du coup, on aimerait pouvoir voir évoluer la législation française, pour l'instant, la réglementation française envisage que le transfert de l'embryon ou l'insémination soit fait dans l'utérus de la femme. Et donc, du coup, ça nécessite effectivement qu'on ait gardé notre F à l'état civil. Donc, pour congeler des ovocytes, je peux être F, je peux être M, ça c'est complètement égal. Je peux avoir changé mon prénom ou pas, c'est complètement égal. Mais par contre, pour les utiliser, il va falloir que j'ai toujours mon utérus et que je sois F à l'état civil si je veux pouvoir porter moi la grossesse avec un projet d'AMP. Pour l'instant, ce qui n'est pas autorisé en France, c'est ce qu'on appelle la ROPA, c'est-à-dire qu'une conjointe cis, par exemple, qui aurait un utérus et qui voudrait envisager de porter la grossesse, pour l'instant, on n'a pas la possibilité d'obtenir des embryons à partir de ces ovocytes congelés chez l'homme trans pour les transférer dans l'utérus de la conjointe cis. Ça, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui est autorisé en France. On a fait des demandes express auprès de l'ABM par rapport aux personnes trans en demandant s'il y avait des dérogations particulières et ça nous a été refusé.
Donc ça, c'est important de bien anticiper et de bien rappeler les conditions de réutilisation possibles en France, en tout cas actuellement. À l'étranger, c'est différent, parce que des fois, il y a certaines personnes pour qui ça conditionne le fait qu'ils vont procéder ou pas à la congélation. Après, ce qu'il faut quand même garder en tête, c'est que souvent, c'est des personnes jeunes qui congèlent. Le projet parental, il peut arriver dans les 5 ans, mais peut-être dans les 10-15 ans, et peut-être que d'ici là, la législation aura changé. Juste un petit mot aussi pour la grossesse. Quand on envisage une grossesse derrière, qu'est-ce qu'il faut anticiper? Eh ben, pour la grossesse, il va falloir suspendre l'hormonothérapie. Et donc souvent, on envisage une consultation préconceptionnelle pour ça. Juste un petit mot, il y avait eu une demande qui avait été faite auprès du CRAT pour savoir quels étaient les délais qu'il fallait envisager avant une grossesse. Avec la testostérone type androtardyle qui a une demi-vie qui est relativement courte, on peut se permettre d'attendre entre 1 et 3 mois sans trop de difficultés. On a une élimination du produit qui se fait de manière totale. Pour ce qui est de la testostérone indécanoate, donc les injections qui se font tous les 3 mois, et ben là du coup on a une élimination qui est beaucoup plus lente et qui pourrait perdurer jusqu'à 1 an après la dernière injection. Donc probablement une vigilance, en tout cas chez des personnes qui envisagent de porter eux-mêmes une grossesse prochainement. L'utilisation des testostérones à demi-vie très longue va nous mettre plus en difficulté par rapport au projet de grossesse. Est-ce qu'une grossesse est à risque quand on a un projet bébé alors qu'on est un homme trans? En fait, c'est des grossesses qui se passent très bien, où il n'y a pas de surrisque, notamment souvent la question qu'on me pose, est-ce qu'il y a un surrisque de prééclampsie? C'est pas décrit dans la littérature. Par contre, du coup, c'est psychologiquement pas toujours évident parce que du coup, ça peut réveiller une dysphorie. Ça peut faire, on va arrêter la testostérone d'une part, on va se retrouver imprégné de progestérone et comme la plupart des personnes enceintes ou enceintes, c'est pas un moment qui est toujours forcément évident sur le plan émotionnel. Et ça n'épargne pas les hommes trans, avec en plus le regard de la société qui n'est pas toujours bienveillant vis-à-vis de cette grossesse chez un homme trans. Donc ça peut être difficile sur le plan psychologique surtout, et c'est surtout là on a besoin d'être vigilant et de l'anticiper et de l'accompagner. Mais sur le plan obstétrical purement, pas de difficulté particulière. Par rapport à l'allaitement, s'il y a toujours une glande mammaire qui est en place, on peut envisager un allaitement. Après une torsoplastie ou une mastectomie, forcément c'est un peu plus compliqué. Il y a des fois des femmes trans qui demandent à ce qu'on induise l'allaitement chez elles. Il existe des protocoles pour ça, mais j'avoue que moi je suis pas très à l'aise. Mais sur le site de la Leche League, il y a des protocoles d'induction de la lactation pour que ces femmes trans puissent aussi participer à l'allaitement. Mais, ouais. J'ai fait la littérature il n'y a pas très longtemps, j'ai pas vu de cas publiés qui montraient un succès de cette induction. Ouais. Alors, je sais pas si t'as Alors moi, j'ai pas vu de publication non plus, mais par contre, effectivement, sur le site de la Leche League, ils ont l'air de dire que c'est quelque chose qu'on peut proposer. Je pense pas qu'il y ait une lactation qui soit suffisante, mais ça peut induire une petite lactation pour permettre d'avoir des allaitements possibles. Des témoignages que j'ai retrouvés sur le site de la Leche League, c'était ça. Et après, pour les hommes trans, nous, on a un homme trans enceint là actuellement qui a eu sa torsoplastie et les chirurgiens ils nous disent de vérifier s'il y a une pousse mammaire malgré tout, parce que vu qu'il reste quand même de la glande. Un petit peu de glande, complètement. Il faut les prévenir aussi, que peut-être qu'ils peuvent avoir une petite pousse mammaire malgré tout, que ce soit bienvenu ou pas, je ne sais pas, mais au moins les prévenir. Oui, tout à fait. Alors après, un deuxième cas clinique qui est un petit peu différent, qui est chez un homme qui est beaucoup plus jeune. C'était un jeune trans de 15 ans qui avait été adressé par son endocrinopédiatre pour discuter d'une préservation. Il y avait des questions. Ah pardon, attends, je ne les vois pas dans le chat. Oui, c'est pour ça, juste parce que c'était sur le cas d'avant, il y a Elise qui demandait, vous n'arrêtez jamais, peut-être que tu as répondu. Ça oui, est-ce qu'on met des antagos? C'est vrai que nous, les personnes qui sont déjà sous Dienogest, on les laisse sous Dienogest, sauf si vraiment on avait une réserve qui était très 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 basse ou un axe qui soit très très freiné, auquel cas on rediscute de faire un washout. Mais sinon, c'est quand même tellement pratique qu'on a tendance à garder soit le Dienogest, soit le Désogestrel. En tout cas, quand on peut faire sous PPOS, on garde le PPOS. C'est quand même beaucoup plus simple en termes d'organisation pour nos patients. Et pour nos patientes aussi en préservation de fertilité, chez les personnes cis d'ailleurs.
Mais oui, quand on a du Genogest, on le garde. L'antagoniste, on l'utilise chez certaines personnes, mais c'est vrai qu'on essaye de limiter au maximum, plus pour limiter le nombre d'injections. C'est souvent des patients jeunes qu'on a dans notre moyenne d'âge, on est plus autour de 20 ans que plus, et donc du coup c'est vrai que c'est des personnes qui en général répondent assez bien à la stimulation. Et si on fait un washout pour le Genogest, est-ce que 5 jours ça suffit? Alors les 5 jours de washout, c'est ce qu'on propose quand on est sous pilule œstroprogestative avant de commencer une stimulation, notamment sur un protocole antagoniste. C'est vrai que si notre objectif c'est de lever un frein gonadotrope, on sait que ce qui a été observé, c'est que quand on est sous pilule, là je parle œstroprogestative, sous le Genogest je pense qu'on a moins de données, quand on est sous pilule œstroprogestative, on a tendance à freiner de 30 voire 50% les valeurs de notre CFA et de notre AMH, donc de l'estimation de notre réserve ovarienne. Et pour pouvoir retrouver des valeurs normales, en général, on a un washout qui est nécessaire de plutôt 3 mois. Donc c'est ça un petit peu la problématique, c'est souvent c'est des personnes qui sont bloquées, qui sont contentes d'être bloquées, de ne pas avoir de saignement, donc de devoir envisager un washout, c'est souvent plus difficile. Donc on l'envisage seulement chez les personnes qui ont vraiment des réserves diminuées. Avec plaisir. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Mais sinon, je peux répondre aux questions à la fin aussi. Merci de me le rappeler. N'hésite pas, Virginie, si tu vois que les questions apparaissent. Alors du coup, ce jeune trans, donc lui, c'était un jeune qui était beaucoup plus jeune, qui avait 15 ans. C'était au début où on faisait des prises en charge, pareil, dans le centre à Montpellier, au début où on avait commencé. Il avait été adressé et lui, il ne l'avait pas d'antécédent, il avait un IMC normal et il avait été mis sous bloqueur de la puberté, il était sous décapeptile. En fait, initialement, il avait des cycles à peu près réguliers. Il avait été mis d'abord sous désogestrel, mais du fait des saignements spotting un peu intempestifs, ça avait été switché pour de l'agoniste de la GnRH. Et ça faisait plus d'1 an qu'il était bloqué par décapeptile. Et là-dessus, il était tout à fait content parce qu'effectivement, il n'avait plus de saignement et ça allait bien. Et quand on a évalué son AMH sous décapeptile au long cours, là, elle était beaucoup plus basse, à 1,16 nanogrammes par millilitre. On était un petit peu plus embêté sur ce qu'on allait pouvoir proposer comme prise en charge. Et donc, du coup, ce qu'on a fait sur cette préservation de fertilité, c'est que du coup, on a choisi justement, cette fois-ci, de faire un washout, d'arrêter le décapeptile, qui a tendance à bien freiner notre axe gonadotrope, et de switcher pour le désogestrel, qui probablement freine un petit peu moins. Et on est parti du coup sur un protocole PPOS pour être plus confortable. Ce protocole PPOS avait été débuté, on avait stimulé à 300, on avait utilisé une molécule qui contient de l'ALH pour justement limiter ce risque d'hypophyse un petit peu déplétée sur des bloqueurs comme ça au long cours. Mais malheureusement, après 10 jours de stimulation, on n'avait toujours qu'une réponse qui était bifolliculaire. Et donc, du coup, on a décidé d'annuler la stimulation et de ne pas aller plus loin. Alors, ce cas clinique, je vous l'ai mis pour 2 raisons. La première, c'est pour rappeler qu'il faut qu'on soit vigilant sur l'interprétation des dosages d'AMH chez les personnes qui sont particulièrement jeunes, chez nos adolescents. Parce que souvent, ce dosage, il est difficile à interpréter et encore plus difficile quand on est sous traitement hormonal bloqueur, que ce soit les agonistes de la GnRH, que ce soit une pilule au long cours, ou bien de la testostérone. On a tendance à observer, en tout cas chez nos patients, des taux qui sont plutôt plus bas. Et le fait d'arrêter le traitement hormonal, quel qu'il soit, souvent dans les mois qui suivent, on voit que l'AMH a tendance à remonter du fait de la levée de ce frein de l'axe gonadotrope. Et donc, du coup, attention à l'interprétation des résultats, c'est toujours un petit peu délicat, mais c'est sûr que quand on a une AMH qui est plutôt basse, on est toujours un petit peu prudent sur la stimulation, de prévenir nos patients probablement que la réponse sera peu importante et qu'il faudra envisager du cumul. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important à discuter. L'autre chose qui est importante à discuter, et ça c'est quelque chose qu'on ne faisait pas initialement, c'est de discuter un petit peu par rapport à quel âge on propose une préservation de fertilité. Au tout début de nos prises en charge, on proposait à tous les patients qui venaient avec une indication d'hormonothérapie. On a eu le plus jeune qui s'était présenté, il avait 14 ans. C'était quelqu'un qui était suivi depuis particulièrement longtemps et l'endocrinopédiatre avait de manière consensuelle à la RCP discuté de ce dossier et il avait été acté qu'on commencerait l'hormonothérapie même si le patient était mineur et très jeune.
Et donc, du coup, on me l'avait adressé pour la préservation de fertilité. Et à l'époque, j'avais effectué cette préservation qui s'était très bien passée. C'était un jeune qui était hyper mature, ça s'était très bien passé, la ponction inclus. Il était très content d'avoir congelé. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pas quelque chose que je recommencerais si je devais le refaire, parce qu'aujourd'hui, on a quand même bien en tête que les ovocytes des personnes qui sont jeunes, qui ont moins de 20 ans, sont de qualité moindre, avec notamment plus d'aneuploïdie chez les personnes qui sont très jeunes. C'était un papier dans Science en 2019 de Grunewald qui avait regardé sur des ovocytes de préservation de fertilité médicale chez des très jeunes, qui avait été donné à la recherche. Ces taux d'aneuploïdie, on avait des taux d'aneuploïdie qui étaient vraiment beaucoup plus élevés que chez les personnes qui avaient entre 20 et 25 ans. Probablement que le meilleur âge, on va dire, ce serait plutôt autour de 22-23 ans pour envisager d'avoir la meilleure qualité ovocytaire en termes de ploïdie. Et c'est vrai que souvent, on associe l'aneuploïdie à la femme plus âgée, de plus de 40 ans, avec plus de fausses couches, plus de problèmes de trisomie, etc. Mais on oublie que la personne très jeune a un risque aussi plus important d'aneuploïdie. Et donc, la grande question, c'est de savoir qu'est-ce qui vaut mieux. Est-ce qu'il vaut mieux des ovocytes qui n'ont jamais vu de testostérone et qui sont avec plus d'aneuploïdie, ou bien est-ce qu'il vaut mieux que notre patient commence la testostérone et qu'on le revoie plus tard, peut-être quand il aura 20 ans, 22 ans, 23 ans, pour envisager sa préservation de fertilité. Et ça, on n'a pas de réponse dans la littérature aujourd'hui. Il n'y a pas d'études qui le comparent, qui l'évaluent, mais il y a quand même plusieurs études qui disent que c'est possible d'envisager une préservation de fertilité, même après le début d'un traitement par testostérone chez l'homme trans. Et ce qui est recommandé actuellement, c'est de faire ce qu'on appelle une fenêtre du traitement par testostérone pour du coup permettre ce wash-out. Comme je vous disais, avec l'androtardil, c'est facile parce qu'en général, en 1 à 3 mois, ce wash-out, on l'a largement obtenu. Par contre, quand on est avec des traitements à libération prolongée et de type Bessin, on est beaucoup plus embêté parce que du coup, on a une imprégnation qui est beaucoup plus longue. Et donc, du coup, le délai de cette fenêtre est beaucoup moins bien décrit dans la littérature et probablement qu'il devrait être supérieur. Donc, nous, de principe, on propose un délai une fenêtre de 3 mois après la dernière injection d'androtardil et de 3 mois après l'injection qu'on n'a pas faite de testostérone indécanoate pour justement essayer d'avoir une fenêtre un petit peu plus longue probablement chez ces produits qui durent plus longtemps. Certains de nos patients ne souhaitent pas arrêter leur traitement par testostérone et donc dans ces cas-là, on discute avec eux des différentes problématiques que ça soulève. Et nous, il y a surtout 3 problématiques qu'on observe. La première, c'est le risque d'hyporéponse. C'est ce que je vous disais, quand on est sous bloqueur au long cours, au traitement hormonal au long cours, que ce soit pilule, agonisme, mais aussi testostérone. C'est vrai que nous, on a tendance à observer plutôt un risque d'hyporéponse. Alors, dans la littérature, c'est assez partagé. Il y a certaines études qui disent que le fait d'être sous testostérone au long cours, on a plutôt un profil SOPK-like, avec peut-être une AMH qui pourrait monter. En pratique, on a plutôt, nous, tendance à observer une AMH qui est vers le versant plutôt bas chez les personnes qui sont sous testo au long cours. Par contre, le fait d'arrêter la testo va permettre à cette AMH de remonter. C'est ce qu'on avait observé chez un de nos patients qui avait fait un premier cycle pile 3 mois après sa fenêtre de testostérone. On avait eu assez peu d'ovocytes. On avait une stimulation qui nous avait permis d'avoir un peu moins d'une dizaine d'ovocytes. Donc, on avait proposé un cumul. Ça tombait mal avec ses partiels et du coup, on avait décalé cette prise en charge. Il n'avait pas repris la testo entre-temps pour ne pas avoir besoin de refaire une fenêtre. Il avait maintenu sa fenêtre et donc du coup à 6 mois de la première préservation de fertilité, on a fait un deuxième rang et là il a eu une 50aine d'ovocytes alors qu'on n'avait pas mis des doses qui étaient supérieures. Donc c'est vrai que c'est quand même le frein de la testostérone est quand même quelque chose qu'on observe beaucoup. Et donc chez les personnes qui sont sous testo avec une AMH plutôt basse, c'est vrai que du coup on rediscute vraiment de cette fenêtre. Si l'AMH est correcte et si le patient le souhaite, du coup on leur explique ce risque d'hyporéponse, mais on peut faire une stimulation ovarienne sous testostérone. Un des risques qui est mal évalué, c'est le risque thromboembolique. Tout à l'heure, Virginie vous disait qu'on a effectivement un surrisque au niveau cardiovasculaire, probablement au niveau artériel, c'est assez bien décrit. Au niveau veineux, c'est moins bien décrit, mais c'est possible qu'on ait une augmentation de ce risque-là. C'est vrai que nous, du coup, dans le doute, vu qu'on combine à la fois le traitement hormonal de la testostérone et le traitement hormonal de la stimulation ovarienne, on propose une anticoagulation préventive pour éviter les thromboses en cours de stimulation. Et c'est quelque chose qui est assez empirique, on va dire d'une certaine manière. Il n'y a pas de guidelines par rapport à ça.
La dernière chose, c'est le risque au niveau épigénétique. En fait, on a peu de données de la littérature qui nous permettent de répondre quant à la santé des enfants qui sont conçus alors qu'on est sous testostérone. Donc, tout à l'heure, Virginie vous disait, hein, la testostérone, c'est pas un traitement qui est contraceptif. Donc, il y a des grossesses qui ont été débutées sous testostérone, mais il y a peu de données dans la littérature sur la santé de ces enfants-là. On a des données dans la littérature de la santé des enfants, des hommes trans qui ont arrêté leur traitement, qui ont obtenu une grossesse, qui ont accouché, puis ensuite qui ont repris le traitement. Et là, c'est des enfants qui vont bien. Mais c'est vrai qu'on a peu de données sur les données sous testo. Et donc, du coup, on ne peut pas éliminer qu'il y ait une imprégnation environnementale qui puisse impacter sur la qualité des ovocytes, peut-être même sur le risque épigénétique et la santé des enfants à venir. Donc du coup, on est toujours prudent là-dessus et on prévient nos patients que si jamais un jour on apprenait qu'il y avait un risque particulier pour la descendance, bah, peut-être qu'on serait amené à ne pas utiliser ces ovocytes qui ont été congelés sous testostérone. Mais on a quand même certains patients qui choisissent du coup de faire la stimulation sans arrêter. Alors, je crois que j'ai vu des questions dans le chat. Pourquoi est-ce qu'il y a plus d'aneuploïdie chez les patientes jeunes? C'est une bonne question. Élise, je n'ai pas la réponse à cette question. C'est quelque chose qui a été observé dans la littérature. C'est aussi observé chez les donneuses très jeunes. Ça a été montré qu'il faut probablement 3 ovocytes de plus chez les donneuses de moins de 20 ans pour obtenir un blastocyste de top qualité. Et donc, du coup, clairement, le fait d'avoir des patients qui sont plus jeunes, ça avait été observé suite à ce papier de plus de sciences fondamentales qui montrait qu'il y avait plus d'aneuploïdie, parce que c'était un peu problématique justement pour les patients qui avaient des donneuses très jeunes. Et il montrait qu'on a effectivement plus d'aneuploïdie si on faisait du PTA. Et on sait aussi qu'on a plus de fausses couches chez ces patients très jeunes. Mais à contrario, la réserve étant souvent très bonne, en fait, ça compense ce problème de qualité. Et est-ce qu'il y a un délai de reprise de la testo après la ponction? C'est une bonne question. Il n'y a pas de données dans la littérature non plus de manière formelle. Ce que nous, on recommande en général, c'est qu'on attend qu'il y ait les règles post-ponction qui arrivent, ces saignements post-ponction. Et donc là, on considère qu'à ce moment-là, on arrête on peut reprendre les injections de testostérone. Après, j'ai certains patients qui n'ont pas voulu attendre et qui ont repris tout de suite. On n'a pas eu de difficultés, de complications, mais bon, c'est sur des petits effectifs. Je pense que c'est pas ça qui nous permettra d'être complètement rassurant. C'est un peu à l'instar de ce qu'on fait nous, en tout cas en préservation de fertilité oncologique, où on continue les anticoagulants jusqu'à la reprise des saignements, des règles post-ponction. Du coup, de la même manière, on considère que ce sur-risque-là d'ambiance d'hyperstimulation perdure au moins jusqu'à ce moment-là. Il y a certaines études qui ont étudié justement la coagulation après des déclenchements notamment à l'agoniste, et on voit que les facteurs de coagulation sont quand même perturbés, et ils sont perturbés probablement pendant plusieurs semaines. C'est plus que ce que nous on recommande. Après, on a cette balance bénéfice-risque de qu'est-ce qui est acceptable pour nos patients. Donc en général, nous on reprend la testo au moment des saignements post-ponction. Alors, juste un petit mot du coup pour juste finir sur ces recommandations de l'HAS qui sont en fait assez succinctes sur qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse en termes de préservation de fertilité. En termes de préservation de fertilité, c'est recommandé de toujours, à chaque fois qu'on prescrit une hormonothérapie, d'envisager de discuter d'une préservation de fertilité et éventuellement avec une équipe spécialisée de médecine de la reproduction. Pour pouvoir discuter de la possibilité qu'ils ont de faire une préservation de fertilité. Dans les guidelines internationales, que ce soit la WPAF ou les guidelines de l'ECHRE, qui est nos guidelines de fertilité au niveau européen, c'est recommandé pour toute personne qui commence une hormonothérapie dans le cadre d'une transition d'envisager une préservation de fertilité, que ce soit un homme trans ou une femme trans. Pour ce qui est de cette consultation, elle est censée informer donc notre patient, notre patiente des différents impacts des traitements, sachant qu'il y a beaucoup de choses où on a peu de données quand même, des options qui sont possibles en termes de préservation, et puis surtout aussi des conditions légales de réutilisation. C'est pour ça que j'ai insisté aussi là-dessus, parce que du coup, ne pas parler des conditions de réutilisation, c'est un petit peu problématique pour nos patients, parce que ça va pouvoir conditionner un petit peu leur souhait ou non de congeler les ovocytes. Et donc, avant une chirurgie, dans les guidelines de l'HAS en France, c'est recommandé de manière systématique. Avant une hormonothérapie, c'est moins systématique, donc c'est discuté. Mais du fait du manque d'information, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas encore
En tout cas, c'est étonnant dans les recommandations de l'HAS, c'est quand même pas recommandé de manière aussi claire que ce qu'on observe dans les guidelines internationales. Je pense qu'on peut garder en tête que tout traitement qui impacte la fertilité nécessite de pouvoir informer les personnes concernées et de proposer idéalement un parcours de préservation qui soit le plus patient-friendly, qui puisse faciliter l'accès à cette préservation-là dans le cadre légal actuel en France. Et je crois que j'en ai fini pour ma présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne sais pas si dans le chat il restait des questions. Au fur et à mesure, c'était top. Toujours top. Merci beaucoup. Merci Virginie. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui